Bonsoir à tous. Bienvenue au Phare Amazon, à l'ensemble des personnes. Le Phare Amazon, c'est un espace pour les femmes. Mais ce soir, on accueille l'ensemble des personnes, des hommes et des femmes, pour des séances d'information en partenariat avec l'Institut du cancer. On remercie de nous accompagner depuis mai 2022 sur ces actions, ces rendez-vous mensuels. Et donc ce soir, on accueille Nathalie. Nathalie, merci beaucoup d'être venue au Phare avec nous ce soir. Et puis je vais te laisser la parole pour te présenter. D'accord, merci. Oui, moi, je suis Nathalie Colin-Fagotin, je suis psychologue. Je vais me mettre de ce côté-là parce que du coup, je vais me voir les diapos. Et puis, de manière globale, j'interviens auprès des personnes en individuel, mais je suis plutôt spécialisée sur les questions familiales. Donc moi, je vais vous parler des émotions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire sur les émotions. L'idée, vraiment, au départ, c'est de vous donner comme une approche de finalement ce que c'est qu'une émotion pour ensuite apprendre à mieux la réguler, l'appréhender. Alors, on va tout de suite passer à la suite. Ça bug déjà. Ah, bon, alors c'est passé un petit peu vite, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? C'est une agitation, un trouble de l'esprit, du sentiment, de la passion. C'est un état mental de véhémence, d'excitation. En gros, c'est un truc qui nous remue, qui nous bouscule parfois. Donc, une émotion, c'est tout sauf statique. Alors, ça va expliquer notamment que quand on est pris par des émotions, eh ben, on peut être du coup parfois débordé par des émotions. C'est pas toujours confortable. Toujours pas. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a comme émotion? On va d'abord avoir les émotions qu'on appelle les émotions primaires, que l'on pourrait appeler les émotions globales, générales. Celles un petit peu qu'on apprend, ça va un petit peu aller avec l'âge. Les enfants, maintenant, dès l'école maternelle, parfois primaire, appréhendent les émotions, la surprise, la peur, le dégoût, la joie, la colère, la tristesse. Il faut savoir qu'on a cette gamme un petit peu d'émotions de base, et puis ensuite, on va arriver vers des nuances d'émotions qui vont varier à la fois en termes d'intensité et puis de type de ressenti. Donc, par exemple, je vais vous donner juste sur l'émotion de la colère, quelques nuances, quelques variations liées juste à cette émotion de la colère. Donc, par exemple, on peut être en fureur. Donc, la fureur, ce serait un niveau d'intensité très important de la colère. On peut s'indigner, c'est aussi en rapport avec la colère. Le courroux, l'exaspération, le trac, l'animosité, le mécontentement, l'agacement, l'hostilité, l'irritabilité, la haine, voire même la violence pathologique ou la colère pathologique. Donc, vous voyez que pour une même émotion, on va avoir des manifestations et des variations qui peuvent vraiment changer de l'expression à une autre. Ensuite, ce que je voudrais aussi vous dire, c'est un petit peu l'anatomie de l'émotion, on va dire ça comme ça. Quand on a une émotion et qu'on ressent une émotion, on a rarement une seule émotion. Et donc là, on va parler un peu de couche émotionnelle. Alors, bien sûr, c'est variable. Il peut y avoir des émotions simples qui sont ressenties sur des événements très simples. Mais par exemple, par rapport à tout ce qui concerne les événements de la vie, c'est souvent le cas. On a plusieurs émotions qui s'expriment en même temps. Mais comme un peu la pleure de l'oignon, il y en a une qui va apparaître d'abord. Alors, l'exemple de la colère, je vais illustrer avec la colère aujourd'hui parce que c'est une émotion qui souvent est une émotion des plus difficiles à appréhender puis à gérer pour beaucoup de personnes. Donc, c'est sur celle-là que je vais m'appuyer, mais on pourrait décliner la même chose pour toutes les autres émotions. Donc, par exemple, si j'ai l'impression que je me sens en colère, bon, je me sens vraiment en colère, mais finalement, si je gratte un petit peu, par exemple, derrière ma colère, je vais peut-être y trouver de la tristesse, parce que finalement, il s'est passé quelque chose qui m'a aussi rendu triste. Puis si je gratte un petit peu derrière ma tristesse, peut-être qu'en fait, il y a une peur, parce que j'ai peur fondamentalement de ce qui pourrait se produire par rapport, par exemple, à un événement qui s'est passé. Mais peut-être que cette peur-là, elle est en quelque sorte un peu cachée.
comme si on n'y avait pas accès. Donc c'est pour ça qu'on parle de couche émotionnelle et que parfois c'est compliqué de gérer ses émotions parce qu'en fait on s'occupe que de la surface et pas forcément de ce qui se passe dessous. Quand on parle de couche émotionnelle, juste pardon un dernier petit truc avant s'il te plaît. Ouais, on ne peut pas revenir. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'était juste pour dire que c'est pareil, il y a une espèce de chronologie. En fait, la colère, elle peut prendre, on va dire, elle peut s'installer. Par exemple, c'est ce qui fait la différence entre je me sens en colère et on va définir quelqu'un de colérique. D'accord ? C'est pas parce qu'on se met en colère régulièrement que ça fait de nous quelqu'un de colérique. Mais je peux avoir un vrai problème avec la colère, avoir du mal à la contenir et effectivement que ça s'installe dans le temps. C'est pas pareil. Maintenant, je voudrais vous parler des émotions comme vraiment étant utiles. Alors, ce n'est pas forcément ce qui nous vient au premier abord quand on ressent de la tristesse, de la colère ou encore de la peur. On n'a pas forcément pensé que ça va nous servir à quelque chose. On est plutôt embarrassé par nos émotions, surtout les émotions désagréables. Et pourtant, je vais vous démontrer que chacune des émotions va nous apporter quelque chose. Alors, il faut savoir que dans l'utilité que les émotions ont, elles ont la plupart du temps un rapport avec notre survie. Donc, la survie, c'est lié à la perpétuation de l'espèce. C'est comme instinctif. On a besoin probablement d'avoir peur pour pouvoir survivre et sans doute que si l'homme préhistorique a pu survivre, c'est qu'il avait peur des menaces qui étaient les siennes à cette époque-là et que du coup l'espèce a pu se perpétuer et ce qui nous permet d'être là aujourd'hui. Parce que la peur, elle nous protège pour faire face par exemple à une menace, donc se protéger. Par exemple, la tristesse, elle nous aide à supporter la perte. L'amour nous permet de créer des liens, de fonder une famille, etc. Alors ensuite, les émotions, elles sont ressenties, c'est-à-dire on pourrait dire que c'est dans notre dimension émotionnelle, mais elles sont aussi très impactées, elles sont très en lien avec le ressenti physique et physiologique d'ailleurs associé. Une émotion, elle ne vient pas comme ça nous traverser sans créer une réaction dans notre corps. Par exemple, la colère, elle va faire affluer le sang dans les mains. D'ailleurs, et puis dans le visage, on parle d'être rouge de colère, c'est pas pour rien, c'est parce que vraiment il y a cet afflux de sang qui arrive. Et pourquoi les mains et les membres ? Parce qu'en fait, c'est potentiellement nos membres qui vont nous servir, par exemple, à nous défendre ou à attaquer. Donc la fonction, c'est de pouvoir, entre guillemets, être prêt à faire face à une éventuelle menace qui arriverait quand on se sent en colère. Il y a aussi une sorte de montée d'adrénaline qui nous amène à déployer une force plus importante et une rapidité dans les réflexes. En gros, on est prêt au combat quand on a de la colère en soi. Donc, on a de l'énergie et on peut du coup potentiellement frapper un ennemi ou le mettre à distance si besoin. L'ennemi n'étant pas forcément qu'une personne. Merci. Continuez. Donc, nos émotions, elles influencent nos comportements et nos décisions. D'ailleurs, si on regarde l'étymologie latine, motere, qui signifie mouvoir vers l'extérieur. Donc, il y a comme vraiment quelque chose de très dynamique dans l'émotion. Et d'une certaine manière, c'est ce qui nous rend un peu vivants. Donc, on est en revanche parfois paralysé par nos émotions. D'ailleurs, on parle de paralysé de peur. Quand justement cette émotion, elle ne nous met plus en mouvement. Mais en fait, elle nous immobilise. Pourquoi ? Parce qu'elle est devenue trop importante, parce qu'elle a envahi notre espace et que du coup, on n'est plus en capacité de l'utiliser, mais finalement, c'est comme un grand bug dans notre physique et dans notre mental qui nous donne la sensation d'être complètement sous l'emprise de notre émotion. À ce moment-là, on va parler de crise émotionnelle, dont on va parler un petit peu plus en détail après. Et dans ces cas-là, la réflexion est juste inutile et efficace. Parce qu'en fait, quand l'émotion nous prend et nous envahit, ça agit aussi au niveau du cerveau comme une forme de coupure.
D'ailleurs, vous aurez remarqué, il y a un dicton sage qui dit que la colère n'est pas bonne conseillère. Il y a peu d'émotions qui sont bonnes conseillères pour prendre des décisions raisonnables. D'accord ? Donc, on ne prend pas de décisions importantes sous le coup de la colère. Je pense que les anciens le savent bien et c'est un sage conseil et ça se justifie d'un point de vue physique et psychologique. Alors, je vais vous donner un petit peu les fonctions de chaque émotion. En résumé, hein, bien sûr, chacune pourrait mériter un petit développement. On n'en a pas le temps aujourd'hui. Mais pour la peur, je vous ai dit par exemple, c'est d'éviter les dangers. Notamment, la peur, elle nous prépare à, pas l'attaque, mais plutôt la fuite pour s'éloigner d'un danger potentiel. La colère, elle nous prépare plutôt à l'attaque, notamment quand on a besoin de surmonter des obstacles. Ou alors, ça c'est pour vous donner des situations dans lesquelles la colère elle peut surgir, quand on a besoin de se faire respecter, par exemple, de poser ses limites. Le dégoût, en fait c'est instinctif. Hein, si vous voyez les enfants, comment ils se comportent par rapport à certaines textures ou certains aliments, le dégoût il peut être très très prononcé et ce sera compliqué de les amener à quand même essayer de consommer ce qui est derrière. Pourquoi on a du dégoût ? Par exemple parce que instinctivement on peut ressentir des aliments qui ne sont pas bons pour nous. Voilà. La tristesse, c'est aussi une émotion qui nous sert dans le sens de nous aider à nous recentrer sur nous-mêmes. Donc c'est une émotion un peu introspective. D'ailleurs, quand on est triste, on n'a pas forcément envie de voir du monde, on n'a pas envie de s'extérioriser, on a plutôt tendance à avoir un repli sur soi qui nous pousse à une réflexion sur nous-mêmes et ça participe en fait à une démarche de préservation et de ressourcement. La joie, ça nous donne de l'enthousiasme, de l'initiative, de l'ouverture pour aller de l'avant. La surprise, ça nous appelle à la vigilance, par exemple, par rapport à quelque chose qui n'est pas comme d'habitude et qui nous permet éventuellement de faire de nouveaux apprentissages. La culpabilité, qui est très en lien avec les relations sociales, elle va nous amener à rétablir l'ordre social s'il est besoin, notamment si la culpabilité elle est basée en général sur une faute qu'on va être amené à réparer. J'ai causé du tort à quelqu'un, je me sens coupable de ce tort que j'ai causé, je vais le réparer et tout rentre dans l'ordre. Et puis la honte, qui est aussi une émotion qu'on pourrait qualifier de sociale, puisqu'elle est très en lien avec le sentiment qu'on a socialement et qui nous permet d'avoir conscience des comportements inadaptés dans un contexte social. Et là, en général, quand on a honte, on est plutôt en retrait. On va généralement aussi essayer de s'adapter pour retrouver un comportement adapté au groupe social auquel on appartient. Petite différence au niveau du vocabulaire entre émotion et sentiment, parce que c'est souvent une question qui est posée. L'émotion, elle est passagère, donc c'est une énergie, mais elle est passagère. C'est un ressenti d'un moment, et je dirais même en général d'une situation. Donc l'émotion, elle est reliée à un moment et une situation. Le sentiment, lui, c'est aussi un ressenti, mais qui s'étale dans le temps. Donc en général, même si la situation, elle peut évoluer, le sentiment peut rester. Donc il est plus résistant aux variations d'émotions. J'aime quelqu'un, puis ce quelqu'un, peut-être qu'un jour, il a vraiment tout pour me faire voir ses qualités, puis le lendemain, je vois un petit peu ses défauts. C'est pas pour ça que mon sentiment d'amour va changer du jour au lendemain. Je peux continuer à aimer quelqu'un, même si, à un moment donné, je suis un peu déçue par son comportement. Donc, c'est un exemple pour vous donner la différence entre sentiment et émotion. La suite. Alors, je vais vous parler maintenant des crises émotionnelles, donc les moments où on est débordé, finalement, par nos émotions. Et c'est sans doute les moments les plus délicats, les plus difficiles, en fait, à appréhender. Alors, on va comparer cette crise émotionnelle à un volcan. À partir de la première étape du volcan, on a ici les émotions qui peuvent être donc la peur, la tristesse, la colère, la surprise, la joie. Donc là, jusque-là, tout est normal. Et puis ensuite, il va se produire une sorte d'accumulation. On va accumuler des situations qui vont amplifier nos émotions
jusqu'au moment où il y a une explosion. D'ailleurs, pour la colère, c'est très significatif, on va parler d'exploser de colère. Donc là, on est en haut du coup du volcan, ça c'est la crise du coup émotionnelle, et à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose qui est possible. Là, on ne parle pas vraiment de gestion des émotions, parce qu'en fait, on est tellement dans une phase justement explosive, potentiellement destructrice, qu'il faut juste attendre que ça passe. Et donc, qu'est-ce qui permet, d'après vous, là, le après? Qu'est-ce qui fait qu'on revient? On va le voir juste après. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Ok. Donc, la crise, elle n'est pas forcément une crise de colère. Hein. Par exemple, un chagrin qui nous déborde et qui fait qu'on n'arrive plus à s'arrêter de pleurer, c'est une crise de chagrin, de tristesse. On peut aussi avoir une crise d'angoisse. Hein. Il y a des personnes qui tombent dans une espèce de panique, de peur qui devient incontrôlable. Et pour le coup, là, c'est la perte de contrôle d'un point de vue des angoisses qui sont les siennes. Là aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, dans ces moments-là, il n'y a plus de réflexion. D'accord ? C'est des automatismes, des réflexes, et j'ai envie de dire presque de la survie. Donc le ressenti à ce moment-là global, il est très, très, très désagréable pour la personne. Donc les trois les plus difficiles à vivre, c'est le chagrin, la colère et l'angoisse. Je pense que ça ne surprendra personne de le dire comme ça. Alors quelques mots sur la contagion des émotions. Parce qu'en fait, ça se complique un petit peu, parce que s'il y avait encore que nos émotions, peut-être on arriverait à s'en sortir, mais ce n'est pas aussi simple, parce que du coup, les émotions que l'on a, nous, elles vont entrer en résonance avec les émotions des autres. Et puis, si en plus vous faites partie de personnes que vous considérez plutôt comme une personne sensible, voire hypersensible, ou émotive, eh ben, vous allez peut-être avoir des ressentis de capter un petit peu les émotions qui sont chez les autres. Alors, du coup, ça va donner une situation qui peut être parfois difficile à vivre. Donc, d'un côté, on a l'autre, quel que soit cet autre. Hein, ça peut être notre conjoint, notre enfant, notre collègue, notre ami. Ensuite, on a donc l'autre qui a ses situations, ses émotions, peut-être sa difficulté à gérer ses propres émotions. Et puis de l'autre côté, il y a moi, avec mes propres émotions et surtout ma perception de la situation. Donc, quand, par exemple, je suis à la maison, puis, je sais pas, par exemple, mon conjoint rentre à la maison avec une journée difficile, et puis il y a eu tout un tas de frustrations, puis qu'il n'a pas forcément pu exprimer au travail, quand il va arriver à la maison, c'est possible qu'il soit un petit peu stressé, peut-être même en colère, agacé, peut-être même un peu fatigué, peut-être même anxieux par rapport à quelque chose autour de son travail. Il va arriver avec tout ça à la maison. Voilà. Et puis du coup, moi, si je suis un peu perméable à ces émotions, c'est possible que du coup, ça vienne faire écho aux miennes. Parce que peut-être moi aussi, j'ai des angoisses, mais sur un autre sujet. Puis peut-être que moi, ça ne me rassure pas que mon conjoint qui arrive à la maison, il soit plein de contrariétés et de peur. Et si je ne fais pas la part des choses entre mes émotions et celles de mon conjoint, ça va faire une sorte de chop-soil des émotions, là où en fait on va tout mélanger. Et là, ça peut devenir compliqué. Parce que peut naître un conflit, par exemple, où du coup les émotions vont se mêler à l'échange qui va se produire. Et après, je ne sais pas si ça vous arrive déjà de vivre une situation comme celle-là, on ne sait plus trop d'où c'est parti et qui est responsable de quoi. Parce que finalement, c'est une spirale infernale, une émotion en entraîne une autre. C'est pour ça que c'est important, 1, de séparer les émotions de l'autre et les miennes, et 2, de couper la spirale. Alors, pourquoi c'est difficile de vivre une crise émotionnelle ? Premièrement, parce qu'on se sent démuni, on ne sait pas forcément quoi faire, on se sent impuissant. On a intégré parfois aussi un jugement moral. Par exemple, chez les garçons, c'est assez courant d'avoir intégré que pleurer pour un garçon, ça ne se fait pas. Parce que justement, ça ne fait pas très garçon. Pour les filles, c'est plutôt la colère qui est moralement un peu dévalorisée. Donc on a appris à se restreindre, à se freiner dans certaines émotions du fait du regard des autres. Du coup, si on a réprimé ça, par exemple, par notre éducation,
eh ben, un, on a certainement dû garder ça quand on arrive à l'âge adulte, et deux, c'est possible qu'on applique le même cadre de référence pour les autres, en particulier nos proches. C'est-à-dire que si moi, j'ai intégré l'idée que je ne devais pas me mettre en colère parce que c'est pas joli de se mettre en colère, que t'es pas belle quand tu te fâches, et que j'ai pas envie qu'on me trouve pas belle, alors du coup j'ai appris à réfréner ma colère, et ben, il est possible qu'en grandissant, j'ai du mal à exprimer ma colère et qu'en plus, je devienne assez intransigeante, exigeante par rapport aux autres qui manifestent leur colère et que ça m'insupporte de voir les autres se mettre en colère. Voyez ? Donc du coup, on a chacun un petit peu un historique en fait avec notre éducation, avec nos émotions. C'est notre héritage et on fait avec. Alors, quand on a les crises, heureusement, il y a des solutions. On pourrait dire que c'est principalement pour ça aussi qu'on fait cette présentation. C'est qu'une fois qu'on a identifié ce qui se passe, on va essayer de trouver ce qui permet, ce qui aide à réguler et à réduire les émotions. Alors, par exemple, dans chaque crise, en fait, on peut identifier derrière un besoin. Donc, dans la crise, par exemple, de l'âme, qui est la tristesse, le chagrin, eh bien là, le besoin qu'il y a derrière, qui est comme pour les gens qui sont assez réceptifs au niveau émotionnel, ils comprennent instinctivement. D'ailleurs, on le fait parfois sans réfléchir. Si vous voyez quelqu'un de triste, eh bien, probablement que vous aurez envie de vous asseoir à côté, de rassurer, dire des mots doux, en tout cas des phrases rassurantes. Parce qu'en fait, la personne qui pleure et qui est en chagrin a besoin d'être consolée, soutenue et de bénéficier de l'attention. C'est ce qui va l'aider à se sentir mieux. Dans la colère, on a besoin de canaliser, de décharger et aussi d'adoucir. Parce que c'est une colère, c'est une émotion qui est très très énergique et qui du coup nécessite que qu'on évacue le trop-plein et puis qu'on revienne à un état à peu près calme. La crise d'angoisse, elle a besoin tout simplement d'être rassurée et sécurisée. C'est important parce que tout ça, on peut l'appliquer à soi-même en fait. Si on veut on veut gérer mieux ses émotions, c'est de comprendre derrière de quoi j'ai besoin pour finalement baisser le niveau émotionnel qui s'exprime. Puis dans la frustration, j'ai en général besoin d'apaiser ou parfois de compenser, parce que la frustration, elle est souvent liée à quelque chose que j'aimerais avoir, que je n'ai pas, que je voudrais vivre, que je ne peux pas vivre. Donc, je vais essayer de trouver des alternatives pour pouvoir finalement avoir ce que je souhaite. Alors ça, c'est une petite question que je vous invite juste à vous poser. On peut garder après les questions-réponses pour la fin, mais c'est juste, juste une question que je vous invite à vous poser à vous-même, puis si vous le souhaitez, on pourra en discuter après. C'est-à-dire se poser la question pour soi. Quelles sont les émotions qui sont plus difficiles à vivre pour moi? Comment ça se manifeste quand je suis en colère, quand je suis triste, quand j'ai peur? Et quelles sont pour moi là où les crises les plus difficiles à vivre? On pourra en discuter, bien sûr, il n'y a pas d'obligation d'échanger sur ça, mais c'est possible, ce sera possible tout à l'heure. Alors, l'émotion, comme on l'a vu dans la crise, il y a un moment où en fait ça monte. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, avant que le volcan il démarre, là, il y a en fait ce qu'on appelle un déclencheur. Donc le déclencheur, il est à la base et il va produire en fait la suite, l'apparition de l'émotion. Alors qu'est-ce que c'est qu'un déclencheur? En général, c'est un événement qui peut être créé par une contrariété, une situation stressante, ou un contexte émotionnel fort comme un événement de vie, du stress lié à une situation ou par exemple de la fatigue. Une fois que ce déclencheur a agi, l'émotion, suivant la gravité de la situation, peut prendre de l'ampleur jusqu'à, comme on l'a vu tout à l'heure, atteindre un niveau optimal en haut de la balise qui est la crise. Du coup, pour revenir à un état normal, il y a une phase nécessaire qu'on va appeler la phase du retour au calme. Donc le retour au calme, il va être possible, on va dire, il va finir par arriver
quoi qu'il en soit, mais on va dire qu'on peut faciliter ce retour au calme. On peut faire des choses pour nous aider à retrouver notre calme. Par exemple, l'activité physique qui est tout à fait recommandée quand on a un petit peu un trop-plein de tension et qu'on a besoin un petit peu d'évacuer physiquement la tension qui va être accumulée par exemple lors d'une journée. Ça va nous aider à retrouver un calme physique, mais un calme aussi émotionnel. La respiration est un autre bon moyen de retour au calme, la relaxation, la visualisation. Il y a tout un tas de techniques qui nous permettent de retrouver un état d'équilibre et de sérénité. Alors, on va voir maintenant quelques techniques pour mieux vivre ces émotions. Et là, je vais vous parler de quelques compétences émotionnelles. Donc, c'est le terme qui permet de désigner la capacité, qui va prendre la forme, par exemple, de techniques, de pratiques, pour identifier les émotions, les comprendre, les exprimer, les gérer et les utiliser. Ça fait beaucoup, mais tout ça, en fait, ce sont les étapes de la gestion des émotions. Les siennes et celles d'autrui. Enfin, comme je vous disais, en fait, dans les relations sociales, il y a aussi cette dimension-là. Donc, ces compétences émotionnelles, elles vont jouer un rôle essentiel dans la santé mentale. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que en gros, une bonne santé mentale, il y a tout un tas d'éléments qui nous permettent de nous sentir bien dans notre tête. Et bien gérer ces émotions, ça participe à une bonne santé mentale. Ça aide aussi à une bonne santé physique, puisque physique et psychique sont liés. Ça nous permet aussi d'avoir une meilleure performance au travail ou dans la vie personnelle et de meilleures relations sociales. Donc, quelles sont les compétences et techniques à développer, Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est là, par exemple, je prends des sources sur un auteur qui s'appelle Daniel Goleman, qui a beaucoup travaillé sur l'intelligence émotionnelle. Donc, la première, c'est la conscience de soi. On ne peut pas gérer une émotion si on ne sait pas ce qu'on ressent. Alors, ça paraît peut-être logique et simple, dit comme ça, mais en fait, la première étape, c'est d'identifier. Qu'est-ce que je ressens? Et ce n'est pas si simple que ça y paraît. D'abord parce qu'on n'a pas forcément été éduqué à regarder, à s'écouter et à comprendre ses émotions. Puis comme je vous le disais en plus tout à l'heure, parfois il y a des émotions qui en cachent d'autres. Donc déjà, s'écouter, écouter ce qui se passe au niveau de nos émotions, puis ensuite, qu'est-ce que ça dit de nos besoins, en quoi ça m'apprend quelque chose par exemple sur moi-même, c'est déjà très important. L'autorégulation, c'est-à-dire de considérer qu'en fait, bien sûr, il y a des émotions qui nous traversent, mais on a aussi des moyens de les réguler par soi-même, à condition, encore une fois, d'avoir comme un peu appris à le faire. La motivation, l'empathie et les compétences sociales, ça, ce sont d'autres compétences qui vont permettre, dans le cadre, par exemple, des relations, de mieux gérer nos émotions. Là, c'est spécifiquement aux interactions sociales. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs actions dans la gestion des émotions. On va les reprendre une par une. La première, c'est identifier qu'est-ce qui se passe chez moi. Puis, comme je vous le disais tout à l'heure, bien distinguer. Est-ce que là, je suis triste parce qu'en fait, mon ami est triste et que quand moi, je l'entends raconter son histoire, ça me remplit de tristesse. Mais en fait, c'est parce que je suis solidaire en quelque sorte de sa tristesse. Ou alors, est-ce que moi, peut-être, ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu de triste et que j'ai peut-être pas surmonté. Puis en fait, sa tristesse, elle me rappelle que moi aussi, quelque part, j'ai vécu quelque chose de semblable à ce qu'elle me raconte. Et puis en fait, c'est ma tristesse à moi que j'ai peut-être jamais exprimée. Voyez? Donc en fait, par exemple, identifier, c'est la tristesse de la personne en face, puis peut-être aussi la mienne. Puis je vais pas faire la même chose pour réguler cette tristesse si c'est la sienne ou si c'est la mienne. Les comprendre. Tiens, pourquoi je me sens triste là? Pourquoi je me sens en colère? Qu'est-ce qui a déclenché mon anxiété? Qu'est-ce qui m'a agacée là depuis tout à l'heure? Je me sens nerveuse et puis je ne sais pas exactement ce qui a déclenché ça. Donc je vais essayer de comprendre les miennes et puis éventuellement celles des autres si nécessaire. Dans la famille par exemple, dans les relations familiales, ça peut être très important et utile d'avoir cette même démarche par rapport notamment aux enfants, aux petits-enfants, aux conjoints. Troisième étape, l'exprimer.
Alors quand on dit exprimer, je pense que tout le monde comprendra qu'une émotion, quelque part, elle a besoin d'être exprimée, mais évidemment, on ne peut pas le faire n'importe quand, n'importe comment. Donc exprimer, c'est choisir la manière, le bon moment, et pouvoir le faire d'une manière constructive. Donc l'exprimer, et puis du coup être aussi capable d'entendre l'autre exprimer ses émotions. Et c'est pas si facile, notamment toujours dans les relations avec nos proches, de savoir écouter les émotions de l'autre. Parfois ça nous agace quand l'autre raconte par exemple ce qui se passe pour lui, ou on n'est pas disponible, ou alors on est tellement débordé par ses propres émotions qu'on n'est même pas capable d'entendre ce qui se passe chez l'autre. Donc c'est pas aussi simple. Réguler, donc c'est trouver quel moyen je trouve moi pour faire face et pour apaiser les moments où je sens des émotions trop fortes. Quels moyens je me donne, quelle technique, quelle aide je peux trouver pour réussir à faire ça. Et puis l'utiliser. Alors l'utiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des émotions qui ont vraiment une fonction, qui nous poussent à l'action. Par exemple, je vais reprendre mon exemple de la colère. Si je vis une situation et qu'en fait j'ai tendance à me faire un peu marcher sur les pieds, d'accord? Et puis qu'en fait j'ai du mal à me faire respecter, ou j'ai du mal à m'affirmer devant les autres. J'ai tendance à dire oui alors que je pense non. J'ai tendance à dire ah ben non, mais en fait ah oui, mais il n'y avait que toi, donc il n'y a que toi qui peux le faire, que ce soit au travail. Et puis j'avais peut-être tendance à faire les choses, alors peut-être qu'en fait j'aurais vraiment aimé dire non, par exemple. Et ben peut-être que la colère, elle va me donner un peu le courage de commencer à poser mes limites. Ben écoute, j'aurais bien aimé t'aider, mais non, ça ne va pas être possible pour moi. Ou je sais que tu comptais sur moi, mais non, je ne vais pas être disponible aujourd'hui. Et je ne veux plus m'occuper de ça. Donc j'apprends à dire non, par exemple. C'est la colère qui me donne l'énergie de pouvoir me positionner et apprendre, par exemple, à avoir des relations satisfaisantes. Pourquoi? Parce que si je dis oui alors que je pense non, et qu'en fait, finalement, il y a des personnes de mon entourage qui savent très bien que je vais toujours dire oui, et du coup, entre guillemets, qui en profitent, ben là, non seulement je vais peut-être être en colère vis-à-vis de moi, qui n'arrive pas à dire non, et puis qui se fait toujours avoir, mais en plus, je vais en vouloir à l'autre. Pourquoi elle me met dans des situations comme ça? Elle me demande toujours de faire des trucs alors qu'elle sait bien que je n'arrive pas à dire non. Donc je vais avoir une colère doublée qui va forcément ternir les relations avec les autres. Peut-être qu'après, je vais essayer d'éviter la personne qui me demande des services parce que je ne saurais pas lui dire non. Je vais peut-être me faufiler ou trouver des stratégies d'évitement. Ça, ce n'est pas très constructif. Mais en tout cas, je peux utiliser mon émotion pour avancer, puis en quelque sorte améliorer mes compétences relationnelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter l'intensité des émotions? Premièrement, identifier, par exemple, dans les nuances qu'on a abordées, de quelle émotion il s'agit. Ensuite, on va la nommer, on va faire preuve de compréhension. Alors, la nommer, déjà, c'est tout un chapitre, surtout, encore une fois, si on n'en a pas reçu l'éducation. Mais en plus, identifier, faire preuve de compréhension, c'est pareil, c'est pas forcément, pour certaines personnes, ça peut paraître facile. Puis pour d'autres, encore une fois, si on n'a pas appris à faire preuve de bienveillance envers soi-même, ce n'est pas forcément quelque chose de simple. Il y a des personnes qui ont un rapport à elles-mêmes assez exigeant, voire intransigeant. Souvent, on manque un peu de douceur et de bienveillance dans notre rapport à nous-mêmes. Et ça peut, du coup, être un pas en avant, en quelque sorte, de se dire, ok, j'aurais bien aimé rester calme dans cette situation, non, je suis en colère. On peut pas empêcher une émotion d'agir, on est d'accord, hein, on ne décide pas de ressentir telle ou telle chose, ça vient, c'est comme ça. Mais par contre, je peux apprendre à m'accepter comme ça, avec mes émotions, sans chercher à être une autre personne, sans chercher à donner à voir quelqu'un d'autre. Donc c'est apprendre et accepter d'être comme on est et avec nos mouvements émotionnels, je vais dire ça comme ça.
Ensuite, on va avoir une attitude par rapport à l'émotion qui est sans doute la plus utile par rapport à ça. Une émotion, on peut la nier, on peut la refouler, on peut la réprimer, on peut la repousser chez les autres, ou alors on peut l'accueillir. Essayer de la laisser passer. Alors d'après vous, c'est quoi ce qui est sans doute le plus souhaitable? La refouler? Non, l'accueillir? Ouais, aller jusqu'au bout. En fait, l'émotion, je prends souvent l'exemple, j'en parlais ce matin dans une classe d'un lycée, je prends l'exemple de la météo. Si on est à l'intérieur un grand ciel bleu, en fait, nos émotions, c'est comme des nuages qui passent. Et ces jours-ci, c'est des nuages orageux, parfois qui sont très, très virulents. Et parfois, on est un petit peu aussi comme un ciel orageux. Voilà, ça, c'est la colère. On peut être pluvieux, c'est un peu comme aujourd'hui, où du coup, c'est un peu tristounet, on est un peu maussade. Donc, laisser aller l'émotion jusqu'au bout, c'est d'une certaine manière laisser le nuage passer. Ce n'est pas la peine d'essayer de faire comme s'il n'existait pas. Ce n'est pas la peine non plus de le renvoyer à l'expéditeur. Il n'y en a pas. Il faut qu'il passe. Donc c'est soit je le mets quelque part, je le contiens, je le réprime, et je vous assure que je suis bien placée dans mon métier pour voir à quel point des décennies après, des émotions qui n'ont pas été exprimées, elles ressurgissent plusieurs décennies après parce qu'elles n'ont pas pu s'exprimer. Donc, une émotion qu'on réprime, elle finit toujours par sortir, mais pas forcément de la bonne manière. Donc, on la laisse passer. Mais c'est déjà toute une disposition. Parce qu'on a souvent peur de nos émotions. Mais une émotion, ça n'a jamais tué personne. C'est juste éventuellement désagréable, très pénible, voire très, très pénible. Mais ça ne tue personne, une émotion. C'est même quelque chose qui, une fois qu'on l'a traversé, peut vraiment nous aider à passer à quelque chose d'autre. Je vous remercie. Donc ça, c'est un petit exemple illustré pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler quand on accepte de laisser passer une émotion sans que non plus ça devienne quelque chose de trop explosif ou destructeur. C'est l'image de la centrale hydraulique. C'est comme si l'émotion, c'est un flux qui arrive massivement, qui potentiellement pourrait beaucoup détruire. Puis là, on installe un filtre. Puis là, du coup, l'eau, elle va s'écouler. C'est la même quantité d'eau qui va finir par s'écouler. Donc, c'est la même quantité émotionnelle, mais c'est canalisé. Donc là, non seulement ça ne détruit pas, mais en plus, c'est utile. L'idée, c'est un petit peu de faire ça avec nos émotions. On ne les empêche pas de passer, mais on trouve des moyens de les canaliser, de les filtrer et on va dire de les sublimer pour leur donner une fonction, une utilité. Alors, quoi faire au quotidien pour réduire les émotions fortes? D'abord, accompagner plutôt que réprimer, ça va toujours dans le même mouvement. Non à la répression pour les émotions. Même si c'est facile de le dire comme ça, je vous assure que essayer d'appliquer ça au quotidien, c'est déjà une démarche assez courageuse. Toute émotion a le droit d'exister. On a le droit de ressentir, quelle que soit l'émotion. Il n'y a pas d'émotion honteuse. Même la honte, elle n'est pas honteuse. On se donne le droit de. C'est déjà beaucoup. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on distingue les émotions qui sont du côté de l'autre et les miennes. Et notamment si vous avez une tendance, comme je disais tout à l'heure, à l'hypersensibilité, à l'émotivité ou à ce qu'on appelle la contagion émotionnelle, ce qui en fait a pour effet de créer une espèce de confusion entre ce qui se passe chez l'autre et ce qui se passe chez soi, là, cette partie-là, elle est importante. Parce que pour ne pas se laisser déborder par tout ce qui nous arrive, moi je vois des fois des personnes qui sont obligées de couper
à un moment les sources, par exemple, d'informations, notamment des médias qui vont relayer les drames qui se passent sur la planète, parce qu'à un moment donné, ils se sentent envahis par toutes les émotions négatives qui leur arrivent via certains médias. Et ça peut nous concerner, mais ça peut aussi concerner nos proches, nos relations professionnelles. Autre action possible, c'est d'anticiper les déclencheurs. Comme je vous le disais, il y a toujours un élément qui va déclencher une émotion. Alors du coup, ce qu'on peut faire, c'est essayer de reconnaître le déclencheur, puis il y en a certains qu'on peut anticiper. Par exemple, vous vous apprêtez à aller à un rendez-vous particulièrement important où potentiellement vous pourriez entendre des choses qui pourraient être vraiment désagréables à entendre. Vous savez que ce rendez-vous, il peut potentiellement déclencher des émotions fortes. Au lieu d'y aller sans anticipation, c'est de considérer que comment je vais me préparer à ce qui va se passer et éventuellement comment aussi je me dispose à la suite. Par exemple, peut-être je vais me faire accompagner par quelqu'un parce que je sais que probablement je vais peut-être plus être en état de conduire ou que je vais prendre ma journée de congé parce que je sais qu'après un rendez-vous comme celui-là, je ne serai plus en mesure de travailler correctement. Je prends les moyens quelque part d'accuser le coup de certaines émotions que je pressens qui vont arriver. Accorder tête, corps, cœur. Alors ça, c'est pour vous expliquer qu'en termes de tête, corps, cœur, l'émotion, elle ne va pas avoir la même fonction, le même rôle. Par exemple, si le corps il va dire j'ai faim par rapport à l'alimentation. J'ai faim, j'ai besoin de manger pour me rassasier. C'est un besoin physique. Rien de plus. À la limite, il suffirait qu'on mange juste la quantité nécessaire et quelque chose d'à peu près que notre corps peut digérer, que ça suffirait. Notre cœur, lui, va considérer qu'il a des goûts et des dégoûts, qu'il y a des choses qu'il aime et qu'il n'aime pas, et des envies et des choses qui ne lui font pas envie. Alors là, du coup, on rajoute un autre élément. Ce n'est pas juste une question de besoin, c'est une question d'envie, une question de plaisir. Et du coup, là, je ne vais pas manger juste parce que j'ai faim, je vais manger aussi parce que j'ai envie de manger. Et puis ma tête, elle va peut-être dire autre chose, comme par exemple quelque chose de plus rationnel. J'ai besoin de ma tête parce que pour être en bonne santé, j'ai des informations sur le type d'alimentation, sur la manière dont je devrais m'alimenter. Et donc, je me donne comme un petit peu des obligations pour pouvoir manger, par exemple, sain et équilibré. Donc, je vais accorder tout ça, c'est trouver une sorte de compromis entre la tête, le cœur et le corps. Une autre application pratique, c'est un petit outil qu'on peut utiliser, en fait, j'ai envie de dire, à n'importe quel âge. On peut l'adapter après en fonction des âges, mais qui, je trouve, est un bon repère visuel pour savoir où on en est de ses propres émotions. Donc là, on a comme un feu tricolore avec rouge, orange, vert. Rouge, c'est si je suis dans une émotion qui me déborde, est hors de portée, hors de contrôle et que du coup, elle va me demander un temps d'arrêt pour m'amener par exemple, à réfléchir, à me calmer, à retrouver donc le calme dont on a parlé tout à l'heure, en gros pour contrôler un petit peu les pulsions désordonnées. Ici, on n'est pas dans l'action et on n'est pas dans la réflexion. On est dans temps d'arrêt pour retrouver un certain équilibre. Il y a des fois des moments où il faut juste se mettre à l'écart, aller dans sa chambre, trouver un moment pour souffler, se retrouver, sans grande ambition, juste attendre un petit peu que ça retombe. C'est ça le temps d'arrêt. Le deuxième temps, c'est entre les deux, c'est-à-dire on a encore de l'émotion, mais peut-être que la situation qui a déclenché l'émotion, elle mérite peut-être qu'on pose une action. Donc, on va peut-être, par exemple, aller exposer notre problème ou bien parler avec la personne avec qui il y a eu, par exemple, une friction ou se donner un but positif. Tiens, cette émotion, maintenant, elle m'apprend quelque chose sur moi-même. Je vais essayer de voir ce qui pourrait m'apporter.
ce que je pourrais faire pour améliorer la situation. Si c'est une situation problème, je peux commencer à réfléchir à des solutions, à penser aux conséquences. Donc là, je suis encore avec mes émotions, mais je retrouve une capacité d'en faire quelque chose. Donc là, je suis orange. Je ne suis pas encore tout à fait... Il y a encore des émotions, mais là, elles peuvent me servir à aller de l'avant, comme ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis la troisième étape, c'est vert. Donc c'est passer à l'action. Et j'ai envie de dire, surtout attendre le vert pour passer à l'action. Parce que là, vous imaginez bien que si on commence à passer à l'action là, alors là, c'est comme on dit, on a à mettre de l'huile sur le feu, que ce soit pour soi ou pour les autres. Si on agit là, nos actions, elles risquent d'être un petit peu à côté de la plaque dans la mesure où je pourrais avoir des bonnes idées. Mais vous savez, je pars de plein de bonnes intentions. Par exemple, je suis un peu contrariée, fâchée avec quelqu'un. Puis là, je dis, je vais lui communiquer ce que je ressens. Puis je voudrais essayer de m'arranger avec la personne. Mais en fait, je suis encore tellement dans la colère que je vais bien dire les bons mots. Vous voyez, mais c'est sur un ton qui est tellement qui envoie tellement que dans mes mots, tout va bien. Mais dans le ton, c'est ma colère, en fait, qui ressort. Vous voyez de quoi je veux parler ? Du coup, ça veut dire que c'est pas suffisant là, c'est pas encore assez calme. Alors que ici, on a les deux, on a à la fois, ok, je sais ce que je vais faire maintenant à partir de là, puis je suis prête. Donc c'est comment j'essaye de me situer par rapport à ces trois étapes et d'essayer de me dire, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je suis au vert là pour pouvoir passer à l'action et faire ce qui me semble important par rapport à cette émotion. Je vous propose de faire une pause, de passer à vos questions, parce qu'on a un petit temps prévu pour ça après. Et j'ai réservé éventuellement quelques diapositives si vous avez des questions plus spécifiques sur certains sujets, parce que il y a beaucoup de choses à dire sur les émotions, évidemment, mais ça me semble peut-être plus intéressant de partir de vos questions, de vos réactions, de vos témoignages. Alors, oui, je comprends, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, je trouve que c'est sans doute une démarche qui va aider à se confronter en fait vraiment à soi-même, puis du coup, c'est le meilleur moyen d'ensuite avancer avec ça. Et je dirais que si on devait un petit peu fixer des étapes, par exemple, la première chose toute simple qu'on peut faire, c'est que si vous savez qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vous crée une émotion, puis vous ne savez pas exactement ce que c'est juste déjà de se donner le temps d'essayer de repérer, par exemple en se mettant un peu à l'écart, en fermant les yeux, en essayant de rentrer en soi-même ou de faire ce qu'on pourrait appeler une forme de petit scan physique. Elle est où là, mon émotion? Je suis tendue. Je suis juste là, prise dans mon plexus, puis j'ai juste envie de me replier comme ça dans ma chambre. Est-ce que je suis toute paniquée, j'ai des sensations d'étouffement? En général, ça c'est plutôt la peur. Si je suis très très tendue, en général c'est la colère. Parce que faire ça, c'est du coup s'habituer à être attentionné aux émotions qu'on ressent et à la manière dont elles se manifestent physiquement. Puis on peut aller plus loin. Par exemple, si j'ai des émotions qui me débordent et puis qui sont un petit peu difficiles à gérer pour moi, je peux aussi écrire ce qui me vient quand j'observe ce qui se passe en moi. Parce que écrire, moi je trouve que c'est très intéressant de pouvoir écrire si on est OK avec l'idée d'écrire ou en tout cas de verbaliser, parce que ça laisse des traces et ça nous oblige à mettre des mots sur ce qui se passe en nous. Et plus j'ai du vocabulaire pour exprimer ce qui se passe en moi, et mieux je vais le réguler. Donc, un autre petit exercice, ça pourrait consister à essayer, par exemple, de tenir un petit journal intime. Il n'y a pas d'âge pour les journaux intimes. Avoir un petit carnet et puis de raconter, de se raconter. Donc déjà, c'est ça. Ça, c'est par rapport à soi. Et puis après, si par exemple... ça, c'est quelque chose que je suggère des fois. Quand on ne sait pas si on est dans le orange ou dans le vert, on a envie de passer à l'action, puis des fois, c'est un peu trop, ça passe assez vite. On a envie que ça bouge ou on a envie d'avoir la conversation qui vraiment va tout mettre à plat.
Mais on a un petit doute quand même, on hésite, on ne sait pas si on est encore tout à fait prêt. Eh bien, on peut le tester avec une amie, par exemple. Alors, regarde, si je te dis ça, comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Ouh là là, tu as l'air encore un peu énervé. Peut-être que tu devrais attendre un petit peu. Ou si je te dis ça, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Je comprends surtout que là, tu en as jusque-là, puis que tu te contiens pour ne pas me dire des mots de travers. Mais en fait, par exemple, tu es très énervé. Ok, ça veut dire que je suis dans l'eau orange. Ou alors, si c'est, écoute, franchement, moi, si tu me dis ça, j'ai tout de suite envie de te sauter dans les bras, puis allez, c'est pas grave, on oublie, on va passer à autre chose. Ah, donc là, c'est bon, je suis dans le vert. Parce que on n'est pas forcément... c'est difficile de savoir pour soi, en fait, où on en est dans notre émotion. Donc ça peut être un petit moyen de vérifier comment le message il est ressenti à l'extérieur. Et puis après, il y a plein de, par exemple, chercher des petits moyens pour soi, pour savoir ce qui nous aide à aller bien. Des petites choses, avec la colère, ça peut être de crier, de frapper dans des coussins, d'aller courir, d'aller dans l'eau, puis de crier dans l'eau. Ça marche très bien, personne ne nous entend, ou dans un oreiller. Il y en a d'autres qui vont ressentir plutôt le besoin de taper, par exemple. Ou pareil, d'écrire, mais sans filtre. C'est-à-dire de ne pas forcément passer justement à l'action, de dire les choses qui nous passent par la tête, mais de l'écrire sans filtre, quitte à le déchirer après, pour l'extérioriser. Le chagrin, c'est pareil, hein, il y a des gens qui ont des fois du mal à se laisser aller à pleurer. Pourquoi pas mettre la super musique mélancolique là, qu'on a vraiment écoutée des centaines de fois, mais qui à chaque fois nous bouleverse le cœur. Une chanson ou un film triste, hein, vous avez peut-être remarqué que des fois, ça nous aide, ça déclenche comme une... on s'autorise du coup à se laisser aller à l'émotion. Donc au départ, elle peut être liée à la musique ou au film, et puis finalement... on écoule le reste, voilà, ce qu'on n'a peut-être pas osé exprimer au niveau de nos propres émotions. Enfin, il y a plein d'exercices, là c'est ce qui me vient comme ça en tête. Je t'en prie. Alors la culpabilité, en fait, déjà c'est important de distinguer deux formes de culpabilité. La culpabilité qui est liée aux circonstances et la culpabilité, j'ai envie de dire maladive, qui n'a pas d'objet. La première culpabilité, c'est ce que je disais dans l'exemple tout à l'heure, c'est que si je ressens de la culpabilité qui est dans une circonstance, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est produit et que je perçois que j'ai causé un tort, soit à moi-même, soit à quelqu'un. Du coup, la culpabilité, elle a une fonction, comme je disais, de réparation et de justice sociale. Du coup, si je sais que, en fait, je ne suis pas très fière parce que j'ai fait quelque chose qui me fait me sentir coupable par rapport à quelqu'un que je sais que j'ai heurté ou blessé, ce que je vais faire pour diminuer mon sentiment de culpabilité, c'est de chercher quelque chose comme une réparation ou une compensation. Ça peut être des excuses ou ça peut être... écoute, tu sais, la dernière fois j'ai dit ça, mais je ne le pensais vraiment pas. C'est de trouver comment effacer, diminuer le tort qu'on pense avoir créé chez l'autre. Et une fois, si ça fonctionne, si c'est adapté, que ça fonctionne bien, en général, la relation, elle se rétablit et la culpabilité, elle disparaît. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué. Le problème, la plupart des gens qui ont un problème avec la culpabilité, c'est qu'en fait, ce n'est pas tout à fait que cette culpabilité-là. C'est une culpabilité qui est beaucoup plus profonde et qui a à voir avec quelque chose qui est de l'ordre d'un héritage. J'en vois beaucoup des personnes qui ont baigné dans la culpabilité. Par exemple, qui ont vécu dans un environnement de culpabilisation, dans l'environnement familial, où finalement les personnes se sont vécues comme étant toujours fautives, de ne pas être à la hauteur des attentes parentales, de ne jamais faire les choses correctement, si ça se passe comme ça, c'est de ta faute, c'est à cause de toi. Et de l'avoir tellement entendu, puis quand on est enfant, évidemment, on est très très malléable à tout ce que peuvent nous dire nos parents, par exemple. Donc du coup, il y a une forme d'acceptation, d'intégration que sans doute,
Si les gens sont malheureux, si mes parents étaient malheureux, si mon conjoint est malheureux, si mes enfants sont malheureux, c'est peut-être que je suis en tort ou que j'ai fauté quelque part. Sauf que cette culpabilité-là, en fait, elle n'a pas d'objet. Parce que c'est une sorte de sensation héritée de l'enfance qui n'a pas forcément de réalité. C'est parfois, on se trompe complètement parfois sur cette culpabilité-là. Du coup, on ne peut pas la compenser, la réparer, parce que le tort causé, il était inexistant. C'est pour ça que quand on a subi c'est une manipulation. La culpabilisation, c'est une technique de manipulation. Puis il y a des gens qui ont vécu dans de la manipulation, notamment dans la sphère familiale, c'est là que ça fait le plus de dégâts. Si j'ai subi de la culpabilisation et que je ne m'en suis jamais sortie, je vais trimballer cette culpabilité et elle va m'accompagner finalement dans des situations. Ça veut dire que même si je n'ai pas de raison de me sentir coupable, tout à coup, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui se passe où mon interlocuteur semble, je sais pas, ne pas intéresser ou bien semble ne pas être bien. Moi, je vais penser que j'y suis pour quelque chose. Je suis fautive comme d'habitude, comme on me l'a toujours dit. Et cette culpabilité-là, il ne suffira pas de chercher réparation parce qu'en fait, la réparation, elle ne concerne pas la situation maintenant. Là, c'est un travail de psychothérapie pour retrouver les origines de cette culpabilité qui, en général, ont une origine en fait dans notre enfance et qui va nous permettre de, là aussi, remettre les choses à leur place, rendre à César ce qui est à César. La culpabilité, elle n'est pas à moi. Et notamment quand, dans ces situations de culpabilisation, c'est de restituer les responsabilités. Parce qu'en fait, le moyen de sortir de la culpabilité, c'est de retrouver les responsabilités. Ce n'est pas moi qui étais responsable d'avoir rendu mes parents malheureux. J'étais qu'un enfant. Par contre, eux, ils étaient responsables de s'occuper de moi. Et ils n'ont peut-être pas fait les choses comme il aurait fallu qu'ils le fassent. Et en me rendant coupable de leur malheur, quelque part, c'est eux qui ont semé cette culpabilité en moi. Alors, je peux décider à un moment donné de leur rendre, et puis moi, de me libérer de ça. Mais évidemment, c'est un travail qui est plus en profondeur, on va dire. Ça répond à ta question ? Alors, tous ensemble, j'ai envie de dire que justement, la tristesse, c'est une émotion du repli sur soi. Et la plupart du temps, on a plutôt envie de la vivre seule. Même si, comme je l'ai dit, par exemple, le besoin, des fois, c'est d'être consolé, d'être rassuré, mais il y a un temps pour tout. Rien qu'à réfléchir, à imaginer une fois où vous avez pu vous sentir triste, qu'est-ce que vous avez eu envie de faire? J'imagine que ce n'était pas aller voir, appeler tous vos amis et puis à rester dans le contact social. Donc du coup, il y a d'abord quelque chose avec soi. C'est comment je laisse cette tristesse finalement faire ce repli sur soi, la laisser en fait m'inspirer ce repli sur moi, qui va m'apporter quoi? Qui va me laisser, me permettre de me regarder, de réfléchir sur moi et de me laisser le temps dont j'ai besoin pour accuser le coup, pour temporiser ce qui vient de se passer, pour penser mes blessures, quelque part pour prendre soin de moi. Voilà, comme quand on est blessé, on se remet dans un petit coin, un petit peu de temps, un temps de convalescence. Et ensuite, éventuellement, oui, on peut s'entraider si on est triste. Par exemple, si on a des proches qui comprennent notre tristesse et qui sont un soutien pour nous, leur présence, leur soutien peut être un appui et nous aider à surmonter cette tristesse. Mais même si on ne bénéficie pas de ce soutien, on peut être un soutien pour soi. Parce que finalement, et c'est ça, il me semble, un des rôles, entre guillemets, une des missions que l'on a chacun en tant qu'adulte, c'est de devenir notre propre pourvoyeur de soins. Donc, qu'est-ce que moi, je peux m'apporter de bon par rapport à la tristesse que je ressens et qui va m'aider à aller mieux? Est-ce que j'ai besoin, par exemple, si je travaille, de prendre quelques jours de repos? Est-ce que j'ai besoin, je ne sais pas, d'aller quelque part en nature, de prendre un bain de mer ou un bain de forêt ou
Est-ce que j'ai envie de mettre voilà, mes musiques et puis mon carnet, puis rester dans ma chambre et qu'on ne me dérange pas? Et je sortirai quand j'aurai envie de sortir. C'est s'autoriser juste aussi à ça. Laissez-moi tranquille. On a le droit de dire à nos proches de nous laisser tranquille. Et quand on est triste, ça, c'est un besoin qui peut s'affirmer. Et puis après, comme je disais, la tristesse, elle passe. Donc, elle va finir par s'estomper, plus ou moins vite, suivant le motif, suivant l'intensité, bien sûr, de cette tristesse, mais elle va finir par se dissiper. Je peux l'accompagner, je peux l'aider à passer plus vite. Et dans ce cas-là, j'essaye de me donner les moyens, par exemple, d'évacuer plus vite cette tristesse en l'extériorisant, en racontant, par exemple, à quelqu'un qui est de bonne écoute ce qui s'est passé pour moi et qu'est-ce qui m'a rendu triste, ou de rencontrer des personnes qui ont vécu la même chose que moi et avec qui je me sens comprise, parce qu'elles aussi, elles ont été tristes pour des raisons identiques aux miennes. Et donc, du coup, là, il peut y avoir un soutien, mais je dirais que c'est presque dans un second temps. Après, je ne sais pas l'expérience dans l'association, mais j'imagine qu'il y a un temps pour vivre soi-même avec sa propre émotion. Il y a un temps où on peut être prêt pour le partager avec les autres, puis que ce n'est pas tout à fait le même moment. C'est le cas? Ouais. Je t'en prie. Chut, on apprend à mettre des filtres. Quand on est sujet à ça, il y a plusieurs pistes. Alors, je vais essayer de répondre de manière synthétique. On va dire qu'il y a plusieurs axes de travail. La première, c'est de considérer que justement, je vais apprendre à séparer, à distinguer ce qui est de mon côté et ce qui est du côté de l'autre, pour éviter justement de me laisser happer par les émotions de l'autre. 2, je me préserve de tout ce qui risque de me déborder et qui n'est pas utile. Je donnais l'exemple à des personnes à un moment donné qui décident pendant un moment de se sevrer, par exemple, de certaines sources d'informations qu'elles ont identifiées comme étant potentiellement génératrices d'émotions et notamment d'anxiété. Eh bien, c'est aussi ça, c'est se préserver, c'est-à-dire identifier. Il y a des personnes, hein, par exemple, il y a des personnes qui sont des, pardon, l'expression va être un petit peu abrupte, mais des vampires émotionnels, donc qui vous captent là comme ça votre énergie. Alors les gens qui sont contagieux émotionnellement, c'est des proies idéales parce que du coup, il y a des personnes qui ne savent pas elles-mêmes gérer leurs émotions. Alors elles vont faire quoi? Elles vont chercher chez l'autre un support, un appui pour aller mieux. Mais sauf que ce n'est pas forcément constructif parce que par exemple quelqu'un qui se plaindrait, qui resterait en perpétuelle insatisfaction de sa propre détresse, sans chercher forcément à des solutions, eh ben, ça peut devenir énergivore. Donc c'est pareil, c'est se préserver de tout ce qui nous prend des émotions et qui nous contamine émotionnellement pour mettre de la distance. Et puis tout à l'heure, j'abordais aussi la question de poser la limite, parce que, alors, par exemple en relation d'aide ou dans une relation thérapeutique, on va parler de la juste distance. Et c'est tout un concept, mais c'est très pertinent si ça t'intéresse de voir plus loin. C'est que, en fait, entre l'autre et moi, je dois aussi apprendre à me situer à la bonne distance en fonction de la relation que j'ai avec l'autre. Si je suis trop proche, je vais, entre guillemets, me laisser contaminer. Si je suis trop loin, je suis dans l'indifférence et c'est pas bon non plus. Donc, du coup, c'est apprendre à me connaître pour savoir, par rapport aussi à la nature de la relation, où est-ce que je dois me situer pour éviter de prendre ce que l'autre m'envoie et de rester, moi, juste avec ce que je suis, avec mes émotions et avec ma posture, en fait, dans cette relation. Et puis, je ne vais pas développer parce qu'il n'y a pas le temps, mais par exemple, travailler sur son hypersensibilité, parce que travailler dessus, ça veut dire l'apprivoiser. L'apprivoiser, c'est mieux la connaître. Et si je la connais mieux, je vais tout de suite identifier quand, attention, là, je suis dans la contagion émotionnelle, donc je prends tout de suite des mesures pour m'éloigner ou pour faire quelque chose. Parce que le pire, c'est quand
j'ai tendance à la contagion émotionnelle, mais j'en ai pas conscience. Et c'est des gens qui vont dire en permanence, mais je suis épuisée. Je suis épuisée, puis là, je sais pas, les autres, j'ai juste envie là d'être dans une grotte et puis qu'il n'y ait personne et qu'on me fiche la paix là, pendant des mois parce que les autres m'angoissent. Hein, tu vois, c'est ce sentiment que je suis happée par les autres. Ben, si je suis là-dedans, forcément, ça va continuer à avoir cet effet de contamination. Donc, je gère mon hypersensibilité et mon hyperémotivité pour limiter ce risque-là. Puis on pourrait même dire que la contagion émotionnelle, elle peut se transformer en empathie à profit de certaines situations. Parce qu'à la base, quelqu'un qui a de la contagion émotionnelle, ça part d'une compétence et d'une aptitude qui est très positive. C'est la capacité d'empathie. Et la capacité d'empathie, elle est très utile pour plein de situations. Donc c'est comment je fais pour que ça redevienne une relation empathique ou que je retrouve, j'utilise quand même cette capacité-là, mais sans me nuire à moi-même. Merci.